Bonjour, soyez les bienvenus dans le dernier dimanche en politique de l'année. Aujourd'hui, je vous propose de casser les codes de la médecine. Notre invité de la semaine révolutionne le monde de la robotique médicale. Bertin Naoum a un nouvel objectif, traiter efficacement les cancers du foie. Il nous expliquera son parcours et ses ambitions. Pascal Douek, lui, fait l'apologie du cannabis médical. La France va l'expérimenter à partir de 2021. Qui pourra en bénéficier et pour quels résultats? Il nous dira tout. Dimanche en politique, c'est tout de suite. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Dimanche en politique. Nous sommes aujourd'hui avec deux hommes qui font bouger les lignes de la médecine traditionnelle. Pascal Douek, bonjour. Bonjour Olivia. Vous vantez les bienfaits du cannabis médical. Nous allons en reparler dans un instant. Mais d'abord, je me tourne vers notre invité de la semaine, Bertin Naoum. Bonjour. Bonjour. Pour vous présenter rapidement, vous êtes ingénieur INSA, doctorant en robotique diplômé de l'université de Coventry en Angleterre. Vous êtes chef d'entreprise, reconnu en 2012 comme le 4e entrepreneur high-tech le plus révolutionnaire au monde. Derrière Steve Jobs, Mark Zuckerberg, James Cameron, rien que ça. Et vous avez mis au point un nouveau robot chirurgical dédié au traitement mini-invasif du cancer du foie, grâce auquel vous voulez devenir leader mondial. Avant d'en parler ensemble, je vous propose de regarder cet extrait de 2017, un extrait d'Enquête de région. Nous présentions Rosa, l'une de vos premières inventions. Elle s'invite dans les blocs opératoires. Regardez. Pour mesurer la portée des innovations médicales montpelliéraines, il faut sortir de la métropole. Bonjour. Bonjour. Salut. Direction Grenoble. Nous allons rencontrer le professeur Stéphane Chabardès et sa super assistante, Rosa. Rosa n'est pas une infirmière, mais un robot né à Montpellier et qui, 2 fois par semaine, guide les gestes du chirurgien. On va faire reconnaître au robot le positionnement des petits inserts que l'on a fixés sur le crâne. Et avec 5 inserts, le robot va savoir reconnaître toute la surface du crâne. Hop. Le robot, il me donne une trajectoire, il s'y tient au millimètre près, voire même sous le millimètre, et ensuite il ne bouge plus. Et c'est nous qui allons descendre les électrodes petit à petit pour les mettre. Donc ce n'est pas le robot qui fait ça. C'est un geste assisté par ordinateur et par robot, mais ce n'est pas le robot qui va faire le geste. L'intervention va durer 6 heures. Bistouri, compresse. Le robot va s'immobiliser pour permettre la pose d'électrodes dans le cerveau afin d'annihiler les effets de la maladie de Parkinson. Cette opération, Rosa, la Montpelliéraine, l'a banalisée depuis son arrivée dans ce bloc, il y a 4 ans. On a été très rapidement séduit parce qu'on a vu que les caractéristiques nécessaires à un robot, c'est-à-dire la fiabilité, faire un geste sans erreur, contrairement à la main du chirurgien qui peut faire une petite erreur, une précision qui est sous le millimètre, un gain de temps, ça nous a beaucoup séduit. Bertin Naoum, on l'entend dans ce reportage, un geste sans erreur, contrairement à la main du chirurgien qui peut faire une petite erreur. Est-ce qu'à terme, ces robots remplaceront les professionnels ? Alors je ne pense pas. Ce n'est pas la vocation de la robotique et la technologie d'une façon générale de remplacer les praticiens. Par contre, comme cela a été parfaitement dit, la technologie et la robotique est là pour réduire ce qu'on appelle l'aléa médical, l'aléa chirurgical. Et donc de venir pallier à un manque de forme, un manque de formation, et donc permettre au praticien de réaliser son acte, son geste de la façon la plus précise possible. Alors Rosa a été créée lorsque vous étiez chez MedTech, qui a finalement été racheté par l'américain Zimmer Biomet, et puis vous avez fondé une nouvelle société, Quantum Surgical. Vous êtes passé de la chirurgie du cerveau et de la colonne vertébrale au traitement du cancer du foie. Clairement, les perspectives de la robotique médicale n'ont pas de limite? Absolument, c'est infini. Partout où on a des patients à traiter, la technologie et la robotique en particulier a un rôle à jouer, comme je le disais, pour fiabiliser l'acte médical, l'acte chirurgical. Avant de me lancer dans l'aventure entrepreneuriale en tant que dirigeant et fondateur de société, j'ai travaillé pendant quelques années également en tant que salarié.
dans des sociétés américaines en particulier. Et à cette époque-là, j'ai travaillé dans d'autres secteurs, dans la chirurgie abdominale, dans la chirurgie cardiaque également. Et qu'est-ce que ça vous a appris? Alors, ce que ça m'a appris, c'est l'humilité avant toute chose. C'est qu'on a affaire à probablement ce qu'il y a de plus important au monde, c'est-à-dire traiter les patients, permettre à des personnes malades, des personnes de les soigner de façon plus efficace. Et avec mon regard d'ingénieur, mon rôle, c'est d'essayer d'apporter des solutions qui vont permettre aux patients de bénéficier d'une qualité de soins la plus élevée possible. Jusqu'où est-ce qu'on peut aller? Vous me disiez à l'infini. Alors à l'infini dans les applications potentiellement. Je pense que la limite est bien évidemment, je pense, le fait qu'on aura toujours besoin d'un praticien. Je ne pense pas qu'il soit question à court ou moyen terme de remplacer un praticien. Je ne crois même pas que ce soit l'intérêt d'ailleurs. C'est pas ce que l'on recherche. Mais par contre, effectivement, en termes d'application, il y a un pan absolument infini d'applications où la technologie peut potentiellement apporter une valeur ajoutée importante. L'intelligence artificielle ouvre des pistes? Absolument. Donc, nous intégrons aujourd'hui dans la nouvelle solution Epion, puisque c'est comme ça qu'elle s'appelle. Notre solution, qui traite le cancer du foie. Absolument. Elle intègre également de l'intelligence artificielle. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière le terme d'intelligence artificielle? Il faut savoir que tout simplement, l'intelligence artificielle, c'est venir emmagasiner, enregistrer de l'information sur des opérations passées afin de pouvoir proposer un diagnostic, une recommandation basée sur ce que l'on observe sur le patient. Et c'est vrai que l'informatique, bien évidemment, est très forte pour cela. Et c'est en cela que l'intelligence artificielle ouvre des perspectives assez intéressantes. Qu'est-ce que ça vous inspire, Pascal Douek? Alors oui, parce que je trouve que c'est une véritable innovation, et c'est surtout une innovation qui répond aujourd'hui aux enjeux de la médecine. En cancérologie, les enjeux, ils sont d'abord sur le diagnostic précoce. On a fait en médecine des progrès vraiment importants sur les technologies de diagnostic, sauf que diagnostiquer précocement, par exemple en cancérologie, des métastases ou des petites tumeurs, si on n'a pas les moyens de pouvoir intervenir dessus, ben on est quand même bien embêté. Avec cette innovation, aujourd'hui, on rajoute à cette technologie la précision. Et la précision du geste, elle est essentielle pour le chirurgien. Elle ne peut avoir lieu, effectivement, qu'avec l'aide de la machine et de l'intelligence artificielle. Le cancer du foie concerne 840 000 nouveaux patients chaque année, dont 10 000 en France. C'est un secteur qui est intéressant? Alors intéressant, c'est surtout une problématique extrêmement importante à résoudre. Comme vous l'avez dit, en termes de fréquence, c'est le 6e cancer le plus courant. Et c'est malheureusement le 2e cancer en termes de mortalité. Aujourd'hui, il y a des techniques qui peuvent permettre effectivement de proposer un type de traitement qui permette de traiter des tumeurs, des métastases de façon extrêmement précoce, alors que la lésion est de taille relativement limitée. Et donc, avec la solution robotisée Epion, on offre la possibilité à plus de praticiens d'offrir ce type de traitement à leurs patients. Vous êtes installé à Montpellier depuis 20 ans, oui. Et vous êtes également membre du conseil de surveillance à l'aéroport de Montpellier. Pourquoi? Parce que je suis donc arrivé sur ce territoire, je suis lyonnais de formation, plus lointainement, mais j'ai grandi, je suis né au Sénégal. Mais lorsque je suis arrivé une vingtaine d'années ici à Montpellier, je dirais que je suis tombé amoureux de ce territoire qui est plein d'atouts. Et en tant que membre absolument convaincu, je dirais, de notre écosystème économique, j'essaye d'apporter humblement ma contribution là où je peux. Et donc, lorsqu'on m'a offert la possibilité d'apporter ma vision d'entrepreneur dans la gestion de l'aéroport, j'ai accepté avec grand plaisir. Justement, Montpellier, c'est une terre exceptionnelle pour l'innovation, pour le développement? Absolument, je crois que Pourquoi ? Je crois que Montpellier aujourd'hui jouit de ce qui a été un handicap. C'est-à-dire que contrairement à d'autres territoires, il n'y a pas de tradition industrielle, comme ça peut être le cas à Toulouse avec l'aérospatiale ou dans d'autres régions. En fait, à Montpellier, on n'a pas de tradition industrielle et donc, puisqu'on n'avait pas ce bassin industriel, on a fait le choix de l'innovation très tôt, sous l'égide à l'époque de Georges Frêche, qui a été le premier justement à vouloir lancer cette logique d'innovation en créant des incubateurs, des hôtels d'entreprise. Et donc, on a misé très fortement sur l'innovation et aujourd'hui, on commence à en récolter les fruits,
puisqu'il y a effectivement un écosystème de l'innovation qui commence à se développer sur nos territoires. Merci Bertin Naoum, vous restez avec nous. J'aimerais maintenant qu'on revienne sur un autre sujet, celui du cannabis médical. Il sera expérimenté en France à partir de 2021. Pascal Douek, bonjour. Vous êtes médecin, patient et expert du cannabis médical. Avant d'en parler ensemble, voyons ce reportage. À tout juste 32 ans, Eva Naudet ne se déplace plus sans sa canne. Atteinte de sclérose en plaques, elle a dû arrêter de travailler. Les douleurs quotidiennes ne lui laissent plus aucun répit. J'ai constamment l'impression d'avoir des barbelés qui tournent continuellement dans ma jambe. J'ai l'impression que ça me déchire les chairs, avec cette sensation d'étau au niveau des hanches. Aujourd'hui, elle fume plusieurs joints par jour. Elle n'a pas d'autre choix, dit-elle. Car elle a pris jusqu'à 10 antidouleurs au quotidien. Aucun n'a jamais réussi à la soulager. Jusqu'à ce qu'elle découvre les effets du cannabis il y a 2 ans, sur conseil de son neurologue. J'ai aucun antidouleur qui me soulage. Donc si demain, moi, on m'enlève ça, je vis plus. Eva Naudet pourrait bientôt sortir de l'illégalité. Comme elle, 3000 personnes atteintes de douleurs neuropathiques, de cancer, d'épilepsie ou en soins palliatifs devraient pouvoir tester le cannabis thérapeutique à partir de l'été prochain. Un médicament sous forme de gélules, de gouttes ou à vaporiser. Les patients seront recrutés par les centres antidouleurs hospitaliers. Le médicament sera instauré dans ces structures-là, stabilisé en termes de posologie, et s'il fonctionne, effectivement, on prévoit aussi d'évaluer le relais en médecine libérale, auprès notamment des médecins traitants, médecins généralistes. Si le cannabis médical est légalisé, près de 50 000 personnes pourraient à terme en bénéficier. Pascal Douek, vous êtes médecin, également atteint de la sclérose en plaques. On vient de le voir dans ce reportage. Cette patiente fume du cannabis récréatif. Vous vantez les bienfaits du cannabis médical. Qu'est-ce qui les différencie ? Alors, il n'y a pas de réelle différence dans le cas précis de l'interview d'Eva que vous nous avez présentée. Pourquoi ? Parce que Eva est malade, elle souffre de douleurs neuropathiques liées à sa sclérose en plaques, elle laisse poser en quoi ces douleurs étaient effectivement des douleurs extrêmement intenses. Elle n'arrive pas à soulager, elle n'arrivait pas à soulager avec les médicaments existants, notamment les médicaments opiacés, et elle a découvert ou elle a testé le cannabis, et c'est lors de ces tests qu'elle a découvert que le cannabis lui procurait un soulagement très important. Voilà. Donc en réalité, on est bien dans le monde du cannabis médical, c'est-à-dire on s'adresse à des malades qui ont des maladies sévères, qui ont des symptômes qui de plus sont réfractaires aux traitements existants. Donc ça, c'est vraiment le cadre du cannabis médical. La seule différence, c'est qu'elle n'est pas rentrée dans un protocole ou dans une expérimentation, qu'elle est dans l'illégalité la plus totale. Donc elle est effectivement dans un contexte où elle doit se fournir au marché noir, parce qu'elle n'avait pas les moyens de pouvoir s'organiser. Elle le fume en cigarette, en joint. On la voit se rouler des joints. Donc je peux vous dire qu'aujourd'hui, parce que je connais Eva, elle ne fume plus de joints, mais maintenant elle vaporise effectivement son cannabis. Comme vous, voilà. D'ailleurs. Comme moi, elle le vaporise parce qu'elle a effectivement compris que quand on est malade, on n'a peut-être pas envie de s'en rajouter un risque supplémentaire en fumant des cigarettes, parce que là, on a les produits de combustion, on a le tabac qui est surajouté, on a le papier qui brûle, donc on a des risques supplémentaires de cancer ou d'autres maladies. Et donc maintenant, elle le vaporise pour un effet qui est équivalent, mais avec un risque quasi nul aujourd'hui. Expliquez-nous justement. Alors avec voilà, ce vaporiseur. Un vaporiseur, c'est un petit appareil électrique dans lequel on a une petite chambre à l'intérieur dans laquelle on met des fleurs séchées. Donc on prend la plante brute. Il faut savoir que dans le cannabis, les fleurs séchées sont la partie de la plante qui concentre toutes les cannabinoïdes, donc ce qu'on appelle les phytocannabinoïdes, le THC, le CBD. Il y a à peu près 500 molécules dans le cannabis qui sont actives. Et là, on met effectivement ces fleurs séchées à l'intérieur. Ensuite, on allume cet appareil. On choisit la température, généralement on chauffe entre 160 et 180 degrés, et après on aspire, puisqu'on a effectivement de quoi aspirer, et on aspire de la fumée, et on récupère tous les actifs du cannabis qui sont envoyés directement dans les bronches.
mais nous n'avons pas de combustion à des températures très élevées comme avec la cigarette et pas de produits surajoutés. On est vraiment sur la plante pure. On peut également le prendre sous forme d'huile ou de gélule. Voilà, c'est ça. Donc, dans le cadre de l'expérimentation dont on reparlera tout à l'heure, effectivement, 3 types de mise à disposition ont été prévus. Donc, les fleurs séchées pour vaporisation, les huiles qui généralement sont administrées en sublingual, c'est-à-dire qu'on met des gouttes sous la langue pour avoir une diffusion assez rapide au niveau sanguin, et puis enfin des gélules qui permettent une efficacité un petit peu plus durable dans le temps. Pourquoi ? Parce qu'un des symptômes principaux, c'est la douleur, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure avec Eva, et que la douleur, elle se présente sous différentes formes. On a souvent une douleur chronique, c'est-à-dire qu'on a mal toute la journée, et puis on a ce qu'on appelle des douleurs paroxystiques, c'est-à-dire qu'on a des moments dans la journée où ça devient beaucoup plus aigu, beaucoup plus intense. La gélule permet de traiter sur la durée. La vaporisation ou les huiles sublinguales permettent d'agir beaucoup plus rapidement. On en reparle de cette expérimentation qui va commencer dès l'année prochaine. La France est le 22e pays à s'engager le 23e à s'engager dans cette loi. Pourquoi si tard ? C'est une longue histoire. On va dire qu'on sort d'une prohibition mondiale, c'est-à-dire qu'à partir de la fin des années 30, ce sont les États-Unis qui ont déclaré la guerre au cannabis. Finalement, les États-Unis ont réussi à influencer l'intégralité du monde, qui ont interdit dans tous les pays l'utilisation, la détention, la possession de cannabis, voire même la prescription et la recherche sur le cannabis. Donc on est vraiment entré dans une période noire pour le cannabis, pour lequel ont été mises en place des répressions aussi très importantes. La France, aujourd'hui, est le premier pays européen en termes de consommation de cannabis et le pays qui détient le système répressif le plus fort. Le plus fort. Il y a une très forte inquiétude de beaucoup de politiques, je dis beaucoup parce que ce n'est pas l'intégralité, mais de beaucoup de politiques, de toucher au cannabis, parce que malheureusement le cannabis médical est victime de son nom. Voilà, on s'appelle dans cannabis médical, il y a cannabis. Et donc il y a une crainte que l'autorisation du cannabis médical soit un premier pas vers une légalisation du cannabis tout court, donc le cannabis récréatif. Ce que vous demandez. Alors, moi, je ne demande pas la légalisation du cannabis récréatif. Vous demandez à ce qu'il soit toléré, tout de même. Alors, non, pas du tout. Moi, je suis vraiment sur le combat du cannabis médical. Et pour moi, justement, je fais en sorte que ça soit 2 sujets complètement distincts. Le cannabis médical, c'est effectivement un vrai combat. Pourquoi ? Parce qu'on annonce à peu près 700 000 malades qui souffriraient de maladies sévères avec des symptômes sévères qui seraient susceptibles d'être soulagés par le cannabis. L'expérimentation qui va démarrer va toucher 3 000 malades. C'est peu, mais c'est déjà un grand pas en avant que la France fait. Le sujet du cannabis récréatif, c'est un autre sujet. Le sujet de la légalisation du cannabis, c'est un autre sujet. Et ces 2 sujets, cannabis médical et cannabis récréatif, sont parfois en friction l'un et l'autre. Et le fait de parler cannabis médical ou de cannabis récréatif peut jouer un mauvais tour au cannabis médical. Quel est votre avis sur la question ? Écoutez, c'est intéressant dans la mesure où on redécouvre finalement, je dirais, la médecine traditionnelle. En fait, l'effet tout simplement des plantes, une façon de traiter les patients qui est plus que millénaire. Et c'est vrai qu'au XXIe siècle, à l'heure où on parle de vaccins, on parle de traitements pharmaceutiques extrêmement sophistiqués, c'est intéressant de voir comme finalement on revient vers des traitements à base de plantes qui sont extrêmement naturels. Mais vous avez parfaitement raison. Il y a un ancrage extrêmement fort dans l'histoire de l'utilisation du cannabis médical. C'était le cas en Chine, dans les civilisations antiques, en Chine, en Égypte, en Inde, puis ensuite en Grèce. La médecine romaine aussi a utilisé le cannabis dans sa pharmacopée. Donc il faisait partie vraiment prenante du quotidien. Pour terminer, expliquez-nous comment va se dérouler cette expérimentation. Alors, cette expérimentation est censée démarrer fin mars 2021 avec 5 catégories ou 5 situations cliniques qui ont été identifiées. Pour toutes ces situations cliniques, il s'agit de malades qui ont été réfractaires aux traitements existants. Donc on n'est pas en première intention, on arrive en deuxième, parfois troisième intention, c'est-à-dire après échec des traitements existants. Les 5 indications, ce sont tout d'abord la douleur neuropathique. La douleur, c'est l'indication numéro 1. On va se dire qu'au niveau mondial, quand on voit
l'utilisation des 40 pays qui l'ont autorisé, c'est la douleur qui revient comme la première indication. Donc les douleurs neuropathiques. Ensuite, ce sont certaines formes d'épilepsie sévère qui sont pharmacorésistantes, c'est-à-dire qui ne répondent pas aux traitements existants. Ensuite, ce sont ce qu'on appelle les symptômes post-chimiothérapie, dans le cas du cancer, les nausées, les vomissements, les pertes d'appétit. Nous avons ensuite la sclérose en plaques, qu'on appelle la spasticité douloureuse de la sclérose en plaques. Et pour terminer, les soins palliatifs, donc les malades qu'on accompagne en fin de vie, pour lesquels le cannabis peut avoir aussi un effet extrêmement positif pour apaiser les anxiétés, voire apaiser les douleurs de ces malades. Donc, 3000 patients qui seront inclus avec, au préalable, des médecins, des centres hospitaliers, pour la plupart du temps, qui se seront portés volontaires pour participer à l'expérimentation et qui seront formés. Donc aujourd'hui, les centres ont été identifiés. Les formations vont démarrer, je pense, en tout début d'année. Donc ces médecins vont être formés dans le cadre de formations e-learning de 3 heures environ. Et médecins, comme les pharmaciens qui seront amenés à délivrer ce cannabis, devront avoir été formés au départ. Voilà. Très bien, merci Pascal Douek. Je vous propose maintenant de poser un regard sur l'actualité. Et on commence avec la colère des viticulteurs audois, avec la mise en place de nouvelles pratiques dès 2021. L'utilisation du glyphosate devrait être réduite dans le désherbage des vignes. Ils ont organisé cette semaine une opération coup de poing. Regardez. Le glyphosate au cœur des préoccupations des viticulteurs ce matin. 300 d'entre eux sont venus à Narbonne pour faire entendre leur voix et dénoncer les idées reçues en s'en prenant symboliquement à l'entreprise qui utilise le plus de glyphosate en France, la SNCF. On a quand même toujours ce ras-le-bol de dire eux, ils ont le droit d'utiliser le glyphosate comme ils veulent, les rails sont propres et personne ne les montre du doigt et on a pointé vraiment du doigt l'agriculture sur ce dossier alors que nous, je le répète, nous le glyphosate, mais sortons-en à condition d'avoir un produit de substitution. Bertin Naoum, cette question d'écologie, d'environnement, elle vous interpelle ? Plus généralement, je trouve que c'est parfaitement illustratif de l'évolution de nos sociétés, c'est-à-dire que l'évolution dans les changements de consommation, y compris la technologie et la façon dont elle change l'abord des patients et le traitement des patients, ça remet en cause d'une façon générale la façon dont les gens ont travaillé, la façon dont les gens ont abordé un certain nombre de problèmes et bien évidemment, ça nécessite de remettre en cause un certain nombre d'équilibres et on est dans une parfaite illustration de cela. Comment finalement des changements dans l'utilisation effectivement de désherbants, la façon dont ça change les méthodes, les pratiques des paysans. On passe maintenant à un sujet plus que jamais d'actualité, celui de la laïcité. Cette semaine, des collégiens ont débattu avec le maire de Montpellier, Mickaël Delafosse, pour qui ces jeunes sont les futurs représentants de l'État. Laïcité, liberté, religion, mais encore valeurs de la République ou liberté d'expression. Autant de notions toutes aussi vastes et difficiles à appréhender pour des collégiens. Si certaines thématiques font l'unanimité, d'autres suscitent plus de débats, comme la liberté d'expression par exemple. Pour Sarah, cette liberté va trop loin. La liberté d'expression sert à s'exprimer, mais s'exprimer quand ça n'atteint pas quelqu'un d'autre. Si la liberté d'expression, on peut insulter l'islam, ça veut dire que je peux insulter telle ou telle personne pour aucune raison. Tout le temps, ils sortent l'excuse de liberté d'expression, mais elle a une certaine limite que les gens n'arrivent pas à comprendre. Quelle est votre réaction quand vous voyez ça ? Écoutez, l'école républicaine et laïque, c'est quelque chose auquel je tiens particulièrement. Moi, je suis un pur produit de l'école républicaine et laïque. Et donc, elle a permis effectivement à des générations de jeunes et moins jeunes de pouvoir s'élever, se former et s'élever socialement. C'est vrai qu'elle soulève également un certain nombre de questions et je crois que la laïcité en fait partie. Vous êtes inquiet ? Je suis pas inquiet, je suis pas inquiet de nature. Je crois que c'est normal, c'est dans l'air du temps.
au fur et à mesure que la société évolue, un certain nombre de questions ressurgissent et il faut essayer de les traiter avec le plus de calme possible et le plus de recul possible. Allez, on termine avec cette belle histoire, celle des salariés de l'ancienne usine Pilpa à Carcassonne, dans l'Aude. Lorsqu'elle a fermé ses portes, ils ont décidé de lancer une société coopérative de production, une SCOP. Tout commence le 5 juillet 2012. Le géant européen de la crème glacée R&R, propriétaire de la marque Pilpa, annonce la fermeture de son usine de Carcassonne, évoquant un manque de rentabilité. 124 salariés se retrouvent alors sur le carreau. C'est le renouveau avec la SCOP. C'était un risque peut-être, mais c'était du travail. Au moins on travaillait et on continuait. Parce que dans l'ordre du travail, pour en trouver, c'est la croix et la bannière. On a créé notre propre emploi. Et ça, c'est quand même fantastique. Vous avez déjà été tenté par l'aventure de créer une SCOP ? Écoutez, avant toute chose, moi je suis absolument inspiré par ce type d'aventure entrepreneuriale qui est absolument extraordinaire. C'est une aventure humaine. Et c'est courageux. Et c'est extrêmement courageux. Alors, il s'avère que moi, dans le secteur dans lequel je suis, ce sont des modèles un peu différents qui requièrent de lever des capitaux de façon extrêmement significative pour pouvoir financer des programmes de recherche et développement pendant de nombreuses années. Et malheureusement, le modèle de la SCOP est peu adapté à ce type de société. Mais encore une fois, cela montre qu'il existe différentes formes d'entrepreneuriat. Et encore une fois, je trouve que c'est absolument inspirant. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous pendant cette demi-heure. Vous reviendrez faire un bilan sur cette fameuse expérimentation en 2021 du cannabis médical. Et puis Bertin Naoum, vous reviendrez dans quelques mois peut-être nous présenter un nouveau robot, qui sait ? Avec plaisir, on pourra présenter déjà le lancement commercial puisqu'on prévoit de lancer commercialement notre robot Epion dès le premier trimestre 2021. Eh bien, c'est noté. Merci beaucoup. Dimanche en politique, c'est fini. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve l'année prochaine. Passez de très belles fêtes de fin d'année.